Dans cette vidéo, je vous propose une correction commentée des différents savoir-faire du grand 4, réaction de compétition, du chapitre 4 qui concerne les équilibres de complexation. Nous allons tout d'abord nous intéresser au petit 1, compétition entre plusieurs ligands pour un même cation. Le but est de déterminer ici une composition à l'équilibre d'après l'énoncé suivant. On introduit en solution 10-3 mol par litre de complexe thiocyanato fer 3. Quelle concentration C d'ion fluorure doit-on introduire en solution pour faire disparaître la teinte rouge due au complexe thiocyanato fer 3, sachant que la coloration est observée jusqu'à une concentration de 10 puissance moins 5,5 mol par litre. On nous donne le pKd du complexe fluorofer 3 et le pKd du complexe thiocyanato fer 3 à 25 degrés Celsius. Si la coloration rouge due au complexe thiocyanato fer 3 disparaît, c'est parce que ce complexe se dissocie en solution sous la forme d'ion fer 3+, et d'ion thiocyanate. Cette réaction possède une constante d'équilibre, que je noterai caron 1, qui est égale à la constante de dissociation du complexe thiocyanato fer 3. Elle vaut donc 10 puissance moins 2,1 et n'est donc pas très favorable en solution de manière habituelle. Mais ici, on introduit des ions fluorures. Les ions fluorures sont susceptibles de s'associer avec les ions fer 3+ libérés lors de la dissociation du complexe thiocyanato fer 3, et en s'associant avec les ions fer 3+ libérés, ces ions fluorures vont conduire à la formation d'un autre complexe, un complexe fluorofer 3. La constante d'équilibre, que je noterai ici caron 2, est égale à la constante de formation du complexe fluorofer 3, c'est-à-dire l'inverse de la constante de dissociation du complexe fluorofer 3. La constante d'équilibre de cette équation de formation du complexe caron 2 vaut donc 10 puissance plus 5,2. On comprend donc que tout se passe comme si on avait affaire à cette réaction, c'est-à-dire la réaction d'un ion fluorure sur un complexe thiocyanato fer 3 pour donner un complexe fluorofer 3 plus un thiocyanate. Cette équation qui finalement nous permet de bien comprendre ce qui se passe en solution, eh bien, correspond à la somme de cette première équation et de cette deuxième équation. Si j'ajoute ce réactif et ces deux réactifs d'un côté, et ces deux produits et ce produit de l'autre, je me rends compte que les ions fer 3+ se simplifient à gauche et à droite, et qu'il me reste donc cette équation. Cette équation étant la somme de ces deux équations, la constante d'équilibre caron de cette équation est égale à caron 1 multiplié par caron 2. La constante d'équilibre de cette équation est donc de 10 puissance plus 3,1. Cette réaction est donc relativement favorable. On comprend donc qu'en ajoutant des ions fluorures à la solution, cela va provoquer une dissociation du complexe thiocyanato fer 3 de manière à obtenir un nouveau complexe fluorofer 3, ce qui induit la libération d'ion thiocyanate. De manière à répondre à la question posée dans l'énoncé, c'est-à-dire à quelle concentration doit-on arriver pour faire disparaître la teinte rouge, je vais répondre à une autre question. Quelle est la concentration en fluorure à introduire de manière à ce que la concentration finale en thiocyanato fer 3 soit égale à 10 puissance moins 5,5 mol par litre. On comprend donc que si on détermine cette concentration, que je qualifierais de concentration limite, on aura la concentration en ion fluorure à partir de laquelle la concentration en complexe thiocyanato fer 3 deviendra inférieure à 10 puissance moins 5,5 mol par litre, ce qui entraînera une disparition de la coloration rouge. Pour obtenir cette concentration limite, il faut alors poser un tableau d'avancement. Je pose ce tableau d'avancement
en mol par litre, étant donné qu'on travaille à volume constant. J'ai donc cette équation dont j'ai parlé précédemment. J'établis l'état initial et l'état final en me référant à l'énoncé. L'énoncé me dit que la concentration initiale en complexe thiocyanato-fer 3 est de 10-3 mol par litre. Et je recherche la concentration limite à introduire en fluorure de manière à avoir à l'état final 10 puissance moins 5,5 mol par litre de complexe thiocyanato-fer 3. Ainsi, si je compare l'état initial et l'état final, je me rends compte que l'avancement de cette réaction est de 10-3 mol par litre moins 10-5,5 mol par litre. En considérant que 10 puissance moins 5,5 est négligeable devant 10 puissance moins 3, je peux donc partir du principe que l'avancement de cette réaction est d'environ 10-3 mol par litre. J'établis donc la suite du tableau d'avancement. L'état final en ion fluorure correspond à une concentration qui est la concentration initiale, que je recherche, ses limites, moins l'avancement de la réaction, 10-3 mol par litre. La concentration finale en complexe fluorofer 3 est de 10-3 mol par litre, c'est-à-dire égale à l'avancement, et celle en ion thiocyanate est également égale à l'avancement de la réaction, c'est-à-dire 10-3 mol par litre. Cet état final correspond à une situation d'équilibre. Je peux donc considérer qu'à l'état final, c'est-à-dire à l'équilibre, le quotient réactionnel correspondant à cette équation sera égal à la constante d'équilibre associée à cette équation. Cette constante d'équilibre, le caron, a été déterminée un petit peu plus haut comme étant égale à 10 puissance plus 3,1. J'ai donc un caron de 10 puissance 3,1 qui doit être égal à l'équilibre au quotient réactionnel que j'obtiens donc à l'état final. Je fais donc l'activité des ions thiocyanates multipliée par l'activité du complexe fluorofer 3 divisé par l'activité du complexe thiocyanato-fer 3 multiplié par l'activité des ions fluorure. Étant donné que chacune de ces espèces est aqueuse, je peux assimiler l'activité de ces espèces à leur concentration divisée par séron. Concentration que je retrouve ici dans le tableau d'avancement. Les sérons se simplifiant, je vais donc obtenir que 10-3 fois 10-3 divisé par 10-5,5 fois C limite moins 10-3 est égal au caron. En résolvant cette équation, qui ne comporte qu'une seule inconnue, C limite, je vais trouver que C limite est égal à 1,25 10-3 mol par litre. De manière à répondre à la question posée dans l'énoncé, qui était de savoir quelle concentration d'ion fluorure il faut introduire pour faire disparaître la coloration rouge. On sait que la coloration rouge va perdurer jusqu'à une concentration de 10 puissance moins 5,5 mol par litre. Et donc, si j'introduis une concentration C limite, j'obtiendrai encore cette coloration rouge. Par contre, si j'introduis une concentration supérieure à cette concentration C limite, la concentration en complexe deviendra inférieure à 10 moins 5,5 mol par litre et la coloration rouge ne sera plus observée. En conclusion, pour faire disparaître la coloration rouge, il faut introduire une concentration en ion fluorure supérieure à 1,25 10-3 mol par litre. Intéressons-nous maintenant au petit 2, qui concerne la compétition entre plusieurs centres métalliques pour un même ligand. Il s'agit ici aussi de déterminer une composition à l'équilibre d'après l'énoncé suivant. Une solution contient des ions Ca2+, et le complexe MgY2-, tous les deux à la concentration 0,10 mol par litre. Il faut déterminer la composition à l'équilibre, sachant qu'on nous donne le logarithme de la constante de formation globale du complexe CY2- et le logarithme de la constante de formation globale du complexe MgY2- à 25 degrés Celsius. Je rappelle que l'ion Y4- est l'ion éthylène diamine tétraacétate. Dans cette correction, je parlerai donc de Y4- et des complexes MgY2- et CaY2- pour simplifier les choses.
On a donc dans le système, dans la solution, le complexe MgY2-. Celui-ci est susceptible de se dissocier pour libérer des ions Mg2+, et des ions Y4-. Cette réaction se fait avec une constante d'équilibre, que je note ici caron 1, qui vaut l'inverse de la constante de formation globale du complexe MgY2-, étant donné que la constante de formation globale est la constante d'équilibre de l'équilibre inverse, c'est-à-dire celui qui entraîne la formation de MgY2- à partir de Mg2+, et Y4-. Cette dissociation possible en solution va entraîner alors l'existence en solution d'ions Y4-. En présence des ions Ca2+, les ions Y4- sont susceptibles de former un nouveau complexe, le complexe CaY2-. Cette réaction de formation du complexe CaY2- à partir des ions Ca2+, et Y4- a pour constante d'équilibre caron 2, qui vaut le β1 de CaY2-, c'est-à-dire la constante de formation globale du complexe CaY2-. On constate alors que tout se passe comme si les ions Ca2+, réagissaient directement avec le complexe MgY2- pour former un nouveau complexe CaY2- et libérer des ions Mg2+. Cette équation correspond tout simplement à la somme de ces deux équations. La constante d'équilibre associée à cette nouvelle équation, que j'ai notée ici caron, est donc égale au caron 1 multiplié par le caron 2. Ce caron vaut donc caron 1 fois caron 2, c'est-à-dire le β1 de CY2- divisé par le β1 de MgY2-, ce qui nous donne une constante d'équilibre de 10 puissance plus 1,9. Cette réaction est donc relativement favorable d'un point de vue thermodynamique. De manière à déterminer la composition à l'équilibre, il va falloir alors étudier l'état final, et pour cela il faut établir un tableau d'avancement. J'établis donc un tableau d'avancement en mol par litre, étant donné qu'on travaille à volume constant. Initialement, on a introduit 0,10 mol par litre de complexe MgY2- et 0,10 mol par litre d'ion Ca2+. Il n'y a pas de complexe CaY2- et d'ion Mg2+, initialement en solution. L'équilibre s'établit et on atteint alors l'état final, que je noterai avec un avancement volumique X. La concentration en complexe MgY2- est donc de 0,10 moins X mol par litre, celle en Ca2+, de 0,10 moins X mol par litre, celle de Ca2+, de 0 plus X, c'est-à-dire X mol par litre, celle de CaY2- pardon, de X mol par litre, et celle de Mg2+, de X mol par litre. Cet état final correspondant à un état d'équilibre, je peux alors affirmer que le QR sera égal à la constante d'équilibre lorsqu'on aura atteint cet état final. Les espèces étant toutes aqueuses, leur activité peut être assimilée à leur concentration divisée par C rond, ce qui nous donne donc un QR, un quotient réactionnel, qui vaut la concentration en Mg2+, multipliée par la concentration en complexe CY2-, divisé par la concentration en complexe MgY2- fois la concentration en complexe Ca2+, ce qui nous donne tout simplement x fois x, x au carré, divisé par 0,10 moins x fois 0,10 moins x, c'est-à-dire 0,10 moins x au carré. Ce x au carré sur 0,10 moins x, le tout au carré, est égal au caron, c'est-à-dire 10 puissance plus 1,9, et la résolution de cette équation qui ne comporte qu'une seule inconnue, x, nous permet de déterminer la valeur de x, qui vaut donc 0,090 mol par litre. De manière à répondre à la question posée dans l'énoncé, c'est-à-dire quelle est la composition de la solution à l'équilibre, il faut alors poser que la concentration en CaY2- est égale à la concentration en Mg2+, qui vaut l'avancement de la réaction à l'équilibre, c'est-à-dire 0,090 mol par litre. La concentration en MgY2- est égale à la concentration en Ca2+ et vaut 0,10 moins l'avancement mol par litre, c'est-à-dire environ 0,010 mol par litre. Une espèce n'a pas été écrite ici, il s'agit de l'espèce Y4-. Si l'on désire obtenir la concentration en Y4-, il faut utiliser
cet équilibre ou cet équilibre. On utilise n'importe lequel de ces deux équilibres, cela conduira à la même valeur en y4-. On pose alors par exemple ici que le caron est égal au QR, à l'équilibre, c'est-à-dire que le caron ici qui vaut 10 puissance 10 plus 10,6 est égal à la concentration en CY2-, qui vaut donc 0,090, divisé par la concentration en Ca2+, qui vaut 0,010, multiplié par la concentration en Y4-, qui est l'inconnu qu'on recherche. On va donc trouver une concentration en Y4- dans le milieu qui va être très faible. On passe alors au petit 3. Il concerne l'influence du pH sur un complexe à ligand basique. Les ligands sont nécessairement porteurs d'au moins un doublet non liant et, de ce fait, sont capables de capter un proton et sont basiques au sens de Brønsted. En présence d'un acide fort, il va donc y avoir compétition entre la réaction de protonation du ligand et la réaction de complexation du ligand. On se propose d'étudier cela avec la détermination d'une composition à l'équilibre. L'énoncé est le suivant. On envisage 1 litre d'une solution contenant le complexe FeF2+, donc fluoro fer 3, à la concentration de 10-2 mol par litre. Et on nous demande quelle quantité d'acide chlorhydrique il faut ajouter pour dissocier 50% du complexe. Les constantes données sont la constante de formation du complexe fluorofer 3, plus exactement on nous donne le logarithme de bêta 1 qui vaut 5,2. Donc je rappelle du coup que bêta 1 vaut 10 puissance plus 5,2. Et on nous donne le pKa du couple HF-F- qui vaut 3,2. Que se passe-t-il ici? Ici on a donc un complexe Fe-F2+, qui est naturellement susceptible de se dissocier en solution pour former des ions Fer3+, et des ions fluorure. Naturellement, dans de l'eau pure, cette dissociation est peu avancée, étant donné que le caron de cet équilibre vaut 1 sur bêta 1, c'est-à-dire 10 puissance moins 5,2. Mais dans le cadre de cet énoncé, on ajoute des ions H3O+, par l'intermédiaire de l'acide chlorhydrique. Les ions H3O+, ajoutés vont réagir avec des ions fluorure pour former de l'acide fluorhydrique, HF, et de l'eau. La constante de cet équilibre, ici, vaut 1 sur Ka, je l'ai noté 42, et vaut donc 10 puissance plus 3,2. La réaction entre les ions fluorure et l'acide versé est donc une réaction favorable. On peut donc écrire l'équation suivante pour modéliser ce qui se passe en solution. C'est comme si les ions H3O+ versés réagissaient avec Fe, F2+, le complexe, pour dissocier le complexe formant des ions Fer3+, et non pas des ions fluorure, mais des ions mais de l'acide fluorhydrique, résultant de la réaction entre les fluorures libérées et les ions H3O+. On a également formation d'eau. La constante de cet équilibre est tout simplement le caron 1 multiplié par le caron 2. Cette constante d'équilibre est obtenue de cette manière puisque cette équation, qui nous symbolise ce qui se passe en réaction dans le système, comme réaction dans le système, et correspond à la somme de cette équation et de cette équation. Je vais donc poser un tableau d'avancement pour pouvoir répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire quelle quantité d'acide chlorhydrique il faut ajouter dans le milieu pour dissocier 50% du complexe. Et étant donné que on travaille dans 1 litre de solution et qu'on nous demande une quantité de matière en acide chlorhydrique, je vais noter le tableau d'avancement non pas en mol par litre, mais en mol dans 1 litre, ce qui me permet de faire un tableau d'avancement en mol. Mais étant donné qu'il s'agit du nombre de moles dans 1 litre, ce que je lis ici dans le tableau d'avancement, c'est à la fois
des concentrations et des quantités de matière, puisqu'il s'agit d'une quantité de matière dans un litre. Pour faire ce tableau d'avancement, j'ai posé une hypothèse. J'ai posé comme hypothèse que la majorité des fluorures libérées par le complexe se trouve sous forme de HF. C'est-à-dire qu'on est bien dans le domaine de majorité de HF. Je suis obligé de poser cette hypothèse pour une raison importante, c'est que dans cette équation que j'ai notée ici, les ions fluorures n'apparaissent pas. Or, le complexe, en se dissociant, va donner soit naissance à des fluorures, soit naissance à des HF. Il y a forcément conservation de la quantité de matière. Si une mole de complexe se dissocie, on obtient donc une mole de fluorure et ou de HF. La somme de la quantité de matière de HF et de fluorure, la quantité de matière de fluorure obtenue, doit forcément être égale à la quantité de matière de complexe qui se dissocie. Comme les fluorures n'apparaissent pas dans cette équation, je vais considérer que la dissociation du complexe conduit quasi exclusivement à la formation de HF, en négligeant donc la quantité de fluorure présente dans le milieu. C'est une hypothèse qu'il faudra que je vérifie à la fin de ce calcul. J'ai donc posé que la quantité de matière de complexe présente initialement est de 10-2 mol par litre, comme c'est précisé dans l'énoncé. L'inconnu est la quantité de matière d'H3O+, que je dois rajouter dans ce litre de solution, de manière à avoir à l'état final la moitié du complexe qui se soit dissocié, c'est-à-dire une quantité finale en complexe qui vaut la moitié de la quantité initiale, et donc un avancement de la réaction qui est de 0,5 10-2 mol, ou ici 0,5 10-2 mol par litre, étant donné la façon dont j'ai posé mon tableau d'avancement. La quantité de matière restante en H3O+, est donc la quantité initiale moins l'avancement de la réaction. La quantité en Fer3+, formée est égale à l'avancement de la réaction. La quantité en HF formée est égale à l'avancement de la réaction si tant est que mon hypothèse soit bien validée. Et je ne me préoccupe pas de la quantité de solvant qui est l'eau, dont l'activité vaudra 1 de toute manière. Puisque maintenant je dois m'intéresser à l'état final qui est un état d'équilibre, je vais donc avoir le quotient réactionnel qui va être égal à la constante d'équilibre de cette réaction. Je peux donc écrire que cette quantité de matière correspond aussi à une concentration et donc divisé par un séron de 1 mol par litre, cette concentration en mol par litre correspond à l'activité de HF. L'activité de HF à queue est donc de 0,5 10-2. L'activité de Fe3+, est de 0,5 10-2. L'activité de H3+, est de N-0,5 10-2. Et l'activité du complexe fluoro-Fer3 est de 0,5 10-2. En posant que le quotient réactionnel à l'état final sera égal à la constante de cet équilibre, je peux déterminer la valeur de N, qui est mon inconnu, et qui vaut 0,505 mol. Étant donné que N vaut 0,505 mol, il me reste au final dans le système 0,455 mol d'acide, d'ion H3O+, soit une concentration de 0,455 mol par litre, ce qui nous fait un pH qui sera forcément inférieur à 1. Si le pH final de la solution est inférieur à 1, sachant que le pKa du couple HF-F- est de 3,2, on sera bien à un pH inférieur à pKa-1. On est donc bien dans le domaine de majorité de HF et on peut considérer que la concentration en fluorure est bien négligeable devant la concentration en HF. L'hypothèse posée lors de l'établissement du tableau d'avancement est donc vérifiée. Il est donc possible de conclure, en conclusion, de manière à dissocier 50% du complexe fluoro-Fer3, il faut ajouter 0,505 mol d'acide chlorhydrique dans le milieu. Pour terminer, nous allons nous intéresser
à l'influence de la complexation sur la force d'un acide. Pour cela, on va s'intéresser à un exemple concret. On considère le titrage d'une solution d'acide borique, HBO2, par la soude. Le pK du couple HBO2-BO2- est de 9,3. L'équation de titrage est donc HBO2, l'acide borique, plus HO-, l'espèce titrante, donne BO2-, la base conjuguée de l'acide borique, plus de l'eau. La constante de cette réaction de titrage est forcément supérieure à 1. Elle vaut donc 10 puissance plus le delta pK en valeur absolue. Le pK associé au couple H2OHO- est de 14. Le pK associé au couple HBO2-BO2- est de 9,3. On a donc un delta pK de 4,7. On a donc une constante d'équilibre de 10 puissance plus 4,7. Cette réaction est donc bien une réaction qu'on peut considérer comme quantitative, puisque son caron est supérieur à 10 puissance 4. C'est donc une réaction de titrage, si tant est qu'elle soit rapide et unique. On constate sur la courbe de suivi pH métrique numéro 1 que l'équivalence de ce titrage est difficilement repérable. En effet, si on s'intéresse à cette courbe numéro 1, on se rend compte que le saut de pH est relativement faible, ce qui fait que la détermination du volume à l'équivalence se fera de manière peu précise. Est-ce que ce résultat était attendu? En réalité, oui, puisque si on se réfère au fait que le pH à la demi-équivalence devrait être a priori égal au pK du couple HBO2-BO2-, on s'attend à un pH à la demi-équivalence de 9,3 alors qu'on est en train de titrer une espèce acide. On a donc un démarrage en milieu légèrement acide, mais très rapidement on monte en milieu basique pour arriver à un pH d'environ 9,3 à la demi-équivalence, ce qui fait qu'il y aura finalement un saut de pH relativement faible pour atteindre le milieu basique qui sera ensuite imposé par les ions HO-. On a donc un faible saut de pH et cela était prévisible à cause de la faiblesse de l'acide HBO2. Pour résoudre ce problème de détection de l'équivalence par pH métrique, on ajoute un triol, le propane 1,2,3-triol, qu'on appelle communément le glycérol dans la solution titrée. Le glycérol va avoir une action, il va avoir une action de complexation. Il complexe l'ion borate pour former un complexe, ici noté sous la forme Gly2BO2-, avec une constante de formation, bêta, qui vaut 10 puissance plus 2 et qui est associée à la réaction suivante. BO2- plus 2 glycérol donne Gly2BO2- plus 2 molécules d'eau. On nous demande alors de déterminer le pKa apparent du couple HBO2, Gly2BO2- en présence de glycérol. Donc on nous demande en réalité de déterminer le pK de ce couple. On connaît le pKa du couple HBO2-BO2-. L'équation associée au Ka et HBO2 plus de l'eau donne H3 plus aqueux plus BO2-. Les BO2- libérés ici en présence de glycérol vont s'associer avec deux glycérols pour donner Gly2BO2- plus 2 molécules d'eau comme indiqué sur cette équation. La constante de cette équation vaut bêta 10 puissance plus 2. On a donc la somme de ces deux équations qui conduit à cette équation ici globale qui nous permet de modéliser ce qui se passe en solution. En solution, un HBO2 réagit avec l'eau en présence de deux glycérols pour donner un H3+, plus le complexe Gly2BO2- plus 2 molécules d'eau. La constante associée à cet équilibre peut être considérée comme le Ka apparent, c'est-à-dire le Ka du couple HBO2 Gly2BO2-. Et comme cette équation est obtenue par la somme de ces deux équations, on peut donc considérer que la constante de cet équilibre, ce Ka, est égale à la constante de cet équilibre, c'est-à-dire le Ka du couple HBO2-BO2-, multiplié par la constante de cet équilibre, c'est-à-dire bêta. On a donc 10 puissance moins 9,3 fois 10 puissance plus 2, soit un Ka de 10 puissance moins 7,3. Si le Ka de ce couple est de 10 puissance moins 7,3, c'est que le pK de ce couple, qu'on appellera pK apparent, est de 7,3.
On a donc un pKa qui est 2 unités plus faible que le pKa du couple initialement présent dans la solution. On nous dit alors, on constate sur la courbe de suivi pH métrique numéro 2 que l'équivalence du titrage de l'acide borique en présence de glycérol est mieux repérable. En effet, on constate ici qu'on part sur une zone de pH plus faible, ce qui amplifie le saut de pH au moment de l'équivalence. Est-ce que c'était attendu? Oui, puisqu'avec un pK plus faible de 2 unités, on a alors un acide qui est moins faible que précédemment. On s'attend à un pH à la demi-équivalence qui est égal au pKa apparent, c'est-à-dire un pH à la demi-équivalence qui est de 7,3. À la demi-équivalence, on s'attend donc à avoir un pH qui est 2 unités plus faible que précédemment, ce qui va entraîner une augmentation du saut de pH de 2 unités. Le saut de pH étant plus grand de 2 unités, il est plus visible et la détermination de l'équivalence est plus précise.